tu veux bien, parce qu'effectivement, Thibaut, vous avez la chance de pouvoir écouter un ponte sur le sujet. Et je voulais que tu nous donnes, d'abord qu'on commence par définir très clairement qu'est-ce que c'est que le terrorisme, quelles sont les principales évolutions qu'il y a eu au cours des dernières années, des dernières décennies, et quelles sont les limites et les failles que nous avons d'un point de vue judiciaire et militaire. J'ai droit à 4 heures pour répondre. On pourrait aussi acheter son livre. Le terrorisme, bonsoir à tous. Je vous dirais bien que je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, ce qui est humainement vrai, mais en réalité je suis absolument consterné parce que la raison, le lien qui nous unit ce soir autour d'Elie, mais autour de tous ceux dont les visages sont à côté, c'est un lien apocalyptique et c'est un lien qui... Enfin, comme ça ? Oui, c'est comme ça. Je peux carrément me lever, s'il vous plaît. Oui. Ce que je vous disais, c'est que je suis heureux d'être avec vous ce soir et en même temps, j'aurais tellement préféré que nous nous rencontrions dans d'autres circonstances. Ce qui nous unit ce soir, c'est un drame absolu. Ce drame absolu, c'est l'abomination qui a frappé Israël le 7 octobre 2023. Et cette journée du 7 octobre 2023, tu as eu raison de rappeler qu'elle est aussi importante dans nos mémoires, mais parce qu'elle est aussi importante dans nos vies politiques, que le 11 septembre 2001 ou le 13 novembre 2015 pour les Français. Le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est un moyen d'action. Le terrorisme n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'idéologie qui est derrière. Le terrorisme, c'est un mode d'action politique. Vous avez des gens qui tentent de faire de la politique en jouant le jeu de la démocratie, en se présentant à des élections et en essayant d'être élus avec des arguments. Et puis vous en avez d'autres qui considèrent que leur chance de conquérir un pays, eh bien, c'est de le terroriser, de le déstabiliser et de le fracasser. C'est l'utilisation de la violence à des fins politiques et c'est la raison d'être du terrorisme. Mais pour ce qui concerne les islamistes, l'idée à garder à l'esprit, où que ce soit dans le monde, et c'est vrai en Israël avec le prétexte de la Palestine, c'est vrai en Europe occidentale, c'est vrai dans tous les pays occidentaux et c'est vrai bien au-delà, c'est vrai en Asie, dans un certain nombre de pays. C'est que ce qui sous-tend l'action des islamistes, c'est l'Oumma, c'est la communauté des musulmans, c'est la conquête mondiale. Il n'y a pas de moyen politiquement correct de dire ça. Les Français ont essayé, avec Emmanuel Macron, de théoriser, ce qui était déjà un pas en avant, de sortir de la question du communautarisme pour parler de séparatisme. Mais le séparatisme, c'est un mot qui est une fausse bonne idée. Parce que séparatisme, ça implique un repli. Or, en réalité, ce n'est pas un repli, c'est une avance, c'est une conquête. Et la raison pour laquelle, à mon sens, le 7 octobre 2023 est un changement absolument majeur, non seulement pour des destins individuels, non seulement pour l'État d'Israël, mais pour l'ensemble du monde occidental, c'est que c'est la première fois que dans le monde entier, en conséquence de l'énorme choc qui a constitué pour chacun d'entre nous la découverte de ce qui s'était passé, chez tous les musulmans radicalisés du monde, il était devenu possible de faire vaciller l'Occident. Ça n'avait pas marché le 11 septembre 2001. Ça n'a pas marché. Ou, c'est plus compliqué que ça, mais ça n'a pas directement marché le 13 novembre 2015 en France. Mais le choc de vaincre, au moins pendant 24 heures, le mythe de l'invincibilité d'Israël, avec le pays le plus sécurisé, avec la meilleure armée, les meilleurs services de renseignement du monde occidental, avec toute l'aide notamment américaine, c'était le mythe de l'invincibilité. Et le fait d'avoir pu causer à Israël une telle défaite tactique, ça a été bien au-delà des conséquences pour le Moyen-Orient, parce que finalement, avec un an de recul, les conséquences pour le Moyen-Orient, c'est que Israël a en grande partie affaibli, on va dire, le Hamas, et par le jeu des dominos pendant un an, a fini par affaiblir de façon quasi inespérée, en tout cas si j'en crois tous mes contacts avec les amis des services de sécurité israéliens, le Hezbollah et même l'Iran. Donc finalement, un an après, la situation tactique, paradoxalement, elle est presque meilleure qu'un an avant. Mais sur le plan psychologique,
et sur le long terme, bien au-delà de l'année qu'on vient de passer, pour les années à venir, dans le monde entier, et en tout cas dans le monde occidental, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que dans l'imaginaire de tous les musulmans radicalisés, l'Occident n'est plus invincible. Et l'idée de gagner est une idée qui commence à se répandre dans les réseaux, alors il y avait des réseaux organisés, et d'une manière plus générale, chez tous ceux qui portent la parole de l'islam politique. Donc, en réponse à votre première question, ce qu'il faut retenir, c'est que notre ennemi, parce que c'est un ennemi, hein, on ne va pas se leurrer, vous savez que ce n'est pas vous qui définissez votre ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et le philosophe Jung disait en 1965 que si quelqu'un vous désigne comme son ennemi, vous avez beau protester, faire vos protestations d'amitié en disant « mais je ne veux pas être ton ennemi ». Si lui veut être votre ennemi, vous n'aurez pas d'autre choix que de le combattre ou de vous soumettre. Même si ce n'est pas vous qui avez choisi. Donc ce sont nos ennemis. Et ces ennemis, ils sont mus, ils bougent avec une motivation idéologique qui est cette conquête. Et cette conquête peut prendre plusieurs voies. La voie de la violence, on en a parlé. La voie du jeu politique, les frères musulmans sont très forts à ça. C'est-à-dire intégrer les conseils municipaux, se faire élire, conseils municipaux, députés, rentrer dans les partis politiques, travailler comme une petite fourmi à la base pour dire et si dans notre programme, allez, et si dans notre programme on mettait rien de bien grave, le blasphème, le droit au blasphème. Et si dans notre programme on mettait rien de bien grave, la nourriture halal dans les écoles, oh et puis le choix des jours fériés. Vous savez, la politique des petits pas. Tout ça c'est aussi dangereux que le terrorisme. C'est même plus dangereux. Pourquoi ? Parce que ça ne le voit pas. On ne le voit pas. Le terrorisme, ça nous sidère. On se souvient tous d'où on était, tu l'as dit, le 7 octobre. Mais personne ne se souvient de la première fois que dans telle ou telle usine, dans telle ou telle grande entreprise, tous les syndicats ont été pris par les islamistes. Aujourd'hui, l'un des points de prise de pouvoir en France et en Europe de l'Ouest des islamistes, c'est tous les lieux de pouvoir, mais pas les lieux de pouvoir au sens le Premier ministre ou le Président de la République. Ça, ce sera l'objectif ultime. Mais les lieux de pouvoir de la vie politique, de la vie économique, les syndicats, je prends cet exemple à dessein, sont des cibles qui sont des cibles déjà très largement engagées par les islamistes. Dernier mot pour que vous ayez à l'esprit, après il y aura d'autres questions, mais dernier mot pour bien comprendre le schéma, c'est que vous avez des groupes qui sont des groupes non étatiques, mais vous avez aussi des États. Et que les États peuvent être dans des logiques qui sont des logiques de conquête à connotation religieuse. Et pour moi, aujourd'hui, il y a deux États qui sont extrêmement dangereux pour l'ensemble de l'Occident de ce point de vue. C'est la Turquie, parce que ma conviction, c'est que Erdogan est dans une logique qui consiste à rétablir un califat et que c'est quelque chose qui n'a pas fini de nous coûter. Vous savez, par exemple, vous ne savez pas qu'il y a un organe en Turquie qui s'appelle la Diyanet, qu'on peut traduire par le ministère des Affaires religieuses, qui a un budget qui est supérieur au ministère des Affaires étrangères turc, supérieur au MAE, et dont le financement consiste quasi exclusivement à faire des efforts sur la France, la Suisse et l'Allemagne pour mettre en place des gens de chez eux et déstabiliser nos institutions sur 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est un programme qui est connu, que les services de renseignement français ont identifié, mais qui continue à se dérouler. Et l'autre pays, je n'ai pas besoin de vous faire de longs débats là-dessus, c'est l'Iran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de façon assez étrange, en la matière, il peut y avoir des convergences d'intérêts entre les sunnites et les chiites, ce qui n'est pas totalement intuitif, et que l'Iran a toujours eu une culture de la guerre secrète. L'Iran a fait la guerre à la France en 1985 et 1986 avec une campagne de terrorisme absolument terrible dont vous vous souvenez peut-être et dont on a appris après que c'était la partie souterraine de la réponse iranienne à la vente par les Français des centrales nucléaires aux Irakiens. Donc l'Iran a toujours eu une tradition de la guerre secrète contre les Occidentaux. Il y a un certain nombre de raisons de penser qu'il y a des cellules du Hezbollah qui sont en place en Europe de l'Ouest et que si le Moyen-Orient s'enflammait, ce qui jusqu'à maintenant, alors c'est les Israéliens, ils ont quand même vécu une vraie inflammation. Mais il n'y a pas eu de guerre totale ouverte, non contrôlée au Moyen-Orient, mais il est vraisemblable que si jamais il y en avait une, l'Europe de l'Ouest et donc la France
subirait instantanément une vague d'actions violentes qui serait ourdie par l'Iran, même si la main serait sans doute des voyous locaux, des voyous français, enfin quand je dis français, c'est ce que je veux dire, qui seraient financés par les services iraniens. Voilà, pardon, c'était un petit peu long pour brosser ce tableau, mais il faut comprendre que nous sommes entrés dans une logique qui est une guerre qui a une forme civilisationnelle, qu'il ne faut pas être naïf, et qu'il faut lutter pied à pied, contre toute volonté de conquête de chaque pas par l'islamisme, quel que soit le prétexte, dans le sport, dans les entreprises, dans les syndicats, bref, dans tous les relais de notre vie quotidienne. J'avais d'autres questions, mais je vais rebondir tout de suite. Est-ce que tu nous parles de la Turquie et de l'Iran, effectivement il semblerait que Eliamin Setoul, qui serait un proche des gardiens de la révolution islamique en Iran, aurait tenu une conférence au sein même de l'école militaire le 17 octobre dernier, dans laquelle il compare les attaques du Hamas du 7 octobre à la résistance française. Alors comment est-ce que ça c'est possible? Quel est le niveau d'infiltration des réseaux iraniens que nous avons en France? Et en fait, quelles sont nos failles en Europe et en France pour permettre à des proxys iraniens, turcs, qataris aussi, finalement, quelle est la place du Qatar? Quelles sont nos failles et comment est-ce qu'on peut continuer à trouver la bonne solution pour les combattre? Alors, la principale faille, c'est la naïveté. Pas la démocratie, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que la démocratie a non seulement le droit, mais le devoir de se défendre, y compris en utilisant dans un cadre légal la force. Mais la naïveté, c'est pas une question de système politique, c'est une question d'angélisme des gens qui le composent. Alors, il y a une chose qui différencie énormément la France d'Israël, c'est que Israël n'a jamais été naïf, parce qu'Israël est un État qui est en quasi-état de guerre, avec des ennemis plus ou moins énervés à l'ensemble de ses frontières, depuis sa création. Ce qui induit une vigilance permanente qui passe par la préparation de la population, depuis les enfants qui apprennent à aller dans les abris sans s'affoler, jusqu'aux parents, où les filles et les garçons vont passer la durée de service militaire que vous connaissez. Ça a des conséquences fondamentales sur l'état d'esprit du pays. Ça veut dire que la question d'avoir besoin de se défendre, c'est une question qui n'en est pas une, parce que c'est une évidence. En France, c'est tout l'inverse. Nous avons la chance, parce que c'en est une chance absolument inestimable, mais avec un effet pervers. Nous avons la chance d'être en paix depuis plus de 70 ans. Mais la conséquence de cet état de paix, c'est que nous avons collectivement, comme peuple, perdu progressivement l'ADN du besoin de se défendre. L'ADN du besoin de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent vouloir nous détruire pour ce que nous sommes. Et la conséquence pratique, c'est que chacun dans la population peut tout à coup se trouver confronté à une situation qui est une situation de rupture de normalité. Et c'était totalement sorti de l'esprit collectif. La France encore aujourd'hui a du mal à réagir autrement que par les fleurs et les bougies et les ours en peluche quand il y a un attentat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène terrible qui m'avait frappé, parce que souvent les exemples valent mieux qu'un long discours. Juste après le 13 novembre. Quand je dis juste après, c'est le 2 ou 3 jours après. Il y avait, on a vu à la télé, lors d'un des endroits où il y avait des grands dépôts de gerbes de fleurs, il y avait un petit garçon d'à peu près 5 ans qui était avec son père qui devait avoir 30 ou 35 ans. Et le journaliste tendait comme ça le micro, et le petit garçon, il avait le front barré par une ride de gravité qui n'était pas de son âge, mais qui était là. Et il disait, papa, les terroristes, ils ont des fusils. Et le père lui répondait, mais c'est pas grave, mon chéri, parce que nous, on a des fleurs et des bougies. Et attendez la suite. Et le fils, qui était déjà suffisamment grand pour comprendre qu'on le prenait pour un con, regardait son père et lui disait, mais vraiment avec cette ride de souci, et il disait, mais papa, les fleurs et les bougies, ça ne peut pas battre les fusils. Et là, et c'est à mon avis totalement irresponsable, mais très révélateur de notre naïveté, son père l'a pris dans les bras avec toute la force que ça implique quand on est le fils et que votre papa vous prend dans les bras et vous rassure, et lui a dit, mais si, mon chéri, mais si, avec les fleurs et les bougies, on va battre les fusils. Et là, le fils
a à moitié changé de tête. La ride a un peu disparu et on a senti qu'il avait envie de se laisser arnaquer, mais qu'il comprenait quand même que derrière tout ça, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Là, je ne le connais pas, ce garçon. On est 10 ans après, il doit avoir 15 ans, et ça ne m'étonnerait pas que ce jeune homme aujourd'hui ait envie d'être policier ou militaire. Parce qu'il fait partie d'une nouvelle génération qui, au plus loin de sa conscience, n'aura plus jamais connu l'insouciance que notre peuple a connue. Alors, depuis 70 ans. Alors, pour répondre à la question sur l'Iran et sur les comparaisons avec la résistance, l'Iran, donc, c'est la naïveté. Il faut être intransigeant, il faut écouter nos services de renseignement, il faut que les politiques les écoutent, il faut que nos politiques arrêtent de penser qu'ils sont plus malins que les autres, parce que l'état de la France montre que c'est pas vrai. Et il faut en particulier combattre pied à pied. Je vais vous raconter une anecdote qui rejoint ce que tu viens de dire. J'ai passé 10 heures avant de venir ici à la cour d'assises de Paris, où je suis donc l'avocat d'une partie de la famille de Samuel Paty. Donc vous vous souvenez qu'il a été décapité par un Tchétchène suite à l'exposition de ce qu'il avait fait, ou d'ailleurs en l'occurrence pas fait dans une salle de classe, par un certain nombre de relais de l'islamisme en France. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons interrogé, la Cour et les parties ont pu interroger le principal mis en cause, qui est un espèce de semi-imam, je dis semi-imam parce qu'on n'a pas très bien compris au bout de 10 heures s'il était imam ou pas, et qui s'appelle Sefri. Et Sefri, oui, est très connu des services de renseignement français, un type extrêmement malin, très bon manieur de la langue, le genre à parler 20 minutes et ensuite quand il arrête, vous vous demandez ce qu'il a dit. Et c'est lui qui a fait les messages en disant que ce qu'avait fait Samuel Paty, une vidéo en disant que c'était abject, que c'était une croisade contre les musulmans. Et en 8 minutes, il est parti d'une question de caricature dans une salle de classe pour parler du massacre de 8000 musulmans à Srebrenica. C'est-à-dire qu'il a déclenché dans l'esprit des musulmans le réflexe classique de victimisation qui conduit à l'émotion un certain nombre de gens à avoir envie d'aller venger le prophète et donc d'agir comme ça. Et quand on lui a posé la question, pourquoi est-ce que le collectif que vous avez créé en 2004 s'appelle le collectif Cheikh Yassine? Parce que c'est pris, oui, et il a créé un collectif et il lui a donné le nom de Cheikh Yassine. C'est quand même, quand vous connaissez bien l'actualité du Moyen-Orient, vous savez qui est le Cheikh Yassine. Et quand on lui a dit, mais enfin quand même, Cheikh Yassine, c'est quand même quelqu'un qui était très engagé, et il a dit oui, je fais sans l'accent parce qu'il est tard, il a dit oui, mais le Cheikh Yassine, c'est le résistant. Et il a dit, parce que le Hamas, c'est un parti de résistance. Et il a dit, tous les gens qui sont opprimés et dont la terre est prise, ils ont le droit, c'est international, c'est le droit de résister. Et là, il a fait évidemment tout de suite. Il a dit d'ailleurs, vous les Français, eh ben, vous avez Jean Moulin. Cheikh Yassine, c'est comme Jean Moulin. Donc, il a dit à l'audience aujourd'hui que Cheikh Yassine, c'était comme Jean Moulin. Alors, évidemment, et curieusement d'ailleurs, personne n'a vraiment rebondi là-dessus. Donc, quand ça a été mon tour, je pensais que la question serait posée avant, notamment par le parquet, elle n'a pas été. Et je lui ai dit, mais il y a une différence. En vrai, il y en a beaucoup, mais j'ai voulu faire court. Il y a une différence. C'est que la résistance française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a jamais ciblé volontairement des civils. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des civils tués en victimes collatérales d'actions sur le terrain. Mais par principe, les femmes et les hommes de la résistance française n'ont jamais ciblé des civils. Alors que le Hamas a toujours ciblé des civils, systématiquement. Et inutile de revenir sur le 7 octobre, puisqu'il est dans nos mémoires et dans nos cœurs. Donc ce sont des différences fondamentales, mais dans le discours, et c'est ça qui est terrible, dans le discours, au sein d'une jeunesse qui n'est plus éduquée, qui n'a plus de culture générale, qui est abrutie par les réseaux sociaux, d'ailleurs il n'y a pas que la jeunesse qui est abrutie par les réseaux sociaux, eh bien il y a une espèce d'égalitarisme, et c'est ça mes amis contre quoi nous devons lutter. Nous devons rappeler que tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Le Hamas ne vaut pas la résistance française. La religion, l'islam rigoriste ne vaut pas la religion juive ou la religion chrétienne dans les libertés qui sont données aux uns et aux autres, et en particulier, je pense aux libertés données aux femmes. Il y a des différences, il y a des valeurs, il y a des graduations. Nous ne pouvons pas considérer que cet égalitarisme doit désormais être le baromètre de l'appréciation de la façon dont on doit organiser la société. C'est ça contre quoi
il faut lutter pied à pied, il faut le courage de le dire, le courage de le dénoncer. Moi, je suis inquiet, parce que je ne sens pas, au sein de la classe politique française, le ressort nécessaire pour mettre en place le quoi qu'il en coûte dont on va avoir besoin pour faire face à tout ça. Le quoi qu'il en coûte sur le Covid, on a su le faire, avec d'ailleurs aujourd'hui on voit les résultats budgétaires, bien que ce ne soit pas la seule raison, mais le quoi qu'il en coûte, qui va devoir être celui de l'Europe de l'Ouest, pas seulement de la France, mais de l'Europe de l'Ouest, face à la poussée terrible de l'islam radical, qui est une poussée assise sur une poussée démographique, donc ça c'est une réalité extrêmement inquiétante, eh bien c'est un combat qui est déjà engagé, hein, qui va durer, et dont je ne suis pas sûr que nous sommes en train de nous donner les moyens de le gagner, notamment à cause de cette naïveté. Justement, tu as raison, je suis aussi inquiète sur la classe politique que je connais bien, puisque je pense que tout le monde a compris, tout le monde sait les dangers qui sont à notre porte, que c'est même à l'intérieur de la maison, mais je ne suis pas sûre qu'ils réalisent à quel point. Tant qu'on n'est pas touché dans sa chair ou auprès de sa famille, je pense que tout le monde ne réalise pas à quel point, et tout le monde n'est pas prêt au quoi qu'il en coûte. A contrario, on a des partis politiques qui ont réussi à être infiltrés, y compris intellectuellement, je ne sais même pas s'ils arrivent à croire eux-mêmes à ce qu'ils disent, qui sont prêts à défendre une loi pour abolir l'apologie du terrorisme du code pénal. Ce sont des partis politiques qui arrivent à utiliser les réseaux sociaux, qui arrivent à starifier des élus plus ou moins jeunes, plus ou moins, je veux dire, intelligents, quand on voit certains niveaux. J'ai pas osé, je l'ai fait. Comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser ces réseaux sociaux? Quel est l'impact de ces réseaux sociaux qui va toucher, qui va aller chercher à pousser les jeunes vers les extrêmes, notamment on le voit avec TikTok, avec tous ces algorithmes, l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser tout ça, à starifier ce genre d'élus? Et comment est-ce que, de l'autre côté, sur les partis plus républicains et plus intelligents, logiques, comment est-ce qu'on doit pouvoir intervenir pour nous aussi fédérer et réussir à engager des jeunes, des moins jeunes, voilà, qui viennent se battre pour ce réel combat et en avoir conscience surtout. Oui, c'est là encore, c'est une vaste question. Ce qui est d'abord sur les partis en question. On va les nommer, c'est la France Insoumise et une partie des écologistes. Il y a des écologistes qui sont verts rouges et des écologistes qui sont verts verts. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que ce sont des organisations politiques qui ont intégré dans leur développement stratégique l'hypothèse de l'islam. C'est-à-dire que, pour faire très court, et en caricaturant un petit peu, le vote ouvrier a basculé il y a une quinzaine d'années vers le Front National, à l'époque, avant qu'il devienne le Rassemblement National. Du coup, la gauche radicale a perdu son électorat traditionnel, qui était l'électorat traditionnel de la gauche depuis 150 ans. La mue a été terminée à peu près au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et donc, la gauche radicale a dû se chercher un nouvel électorat. Et ça tombait bien, puisqu'il y avait l'émergence d'un nombre suffisant pour qu'il y ait un poids électoral dans l'électorat de Français de deuxième ou d'immigrés de deuxième ou troisième génération qui sont Français. Et donc c'est cet électorat qui est séduit avec une grande ambiguïté. Parfois il n'y a pas d'ambiguïté, mais quand même souvent dans le débat public il y a une ambiguïté, mais avec des messages codés pour séduire la jeunesse et contribuer avec la méthode des frères musulmans que Florence connaît et sur lesquels Florence a écrit un livre merveilleux que vous devez courir acheter si ce n'est pas déjà fait, pour comprendre le frérisme et son fonctionnement. Donc la façon dont le cycle qui vise à désintégrer les jeunes qui sont français mais qui sont musulmans pour les renvoyer vers l'identité de leur religion et les séparer de l'identité nationale qui devrait être celle de liée simplement à leur nationalité.
Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un plan que la France Insoumise développe. Il y a un exemple flagrant, c'est l'utilisation de Rima Hassan pendant la campagne des élections européennes. Rima Hassan n'a pas fait un tweet sur l'Europe, elle n'a fait que des tweets sur Gaza. Elle est allée en Jordanie manifester avec les gens du Hamas. Et le jour des élections européennes, parce que les images valent mieux que les mots, eh bien, elle était à la droite ou à la gauche, je ne me souviens plus, de Jean-Luc Mélenchon, avec son kéfier, et la place qui lui avait été attribuée valait mieux que 20 minutes de discours du grand Che Mélenchon. Alors, la deuxième question, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut déplorer, on peut dire c'était mieux avant, etc. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter. Ce qu'il faut, c'est faire avec, essayer de réguler tout ça très bien. Mais globalement, si on fait de la macro-politique, c'est-à-dire en grande masse, il faut faire avec. Donc, il faut, de façon absolument décomplexée, utiliser les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut sérieusement faire de la politique sans investir le champ des réseaux sociaux, aller faire de la segmentation de clientèle en choisissant TikTok, Instagram, etc. C'est pas possible. Le politique qui vous dit « Ah non, moi je veux pas, oh là, moi j'ai une fille, elle va sur Instagram, oh c'est rigolo, oh là là, moi j'y vais pas », il a perdu. Il a perdu. Si sa fille va sur Instagram, il faut qu'il soit sur Instagram pour aller toucher politiquement les amis de sa fille. Parce que c'est pas sur le journal de TF1 qui est regardé par les plus de 65 ans que les gens vont le découvrir, premièrement. Donc il faut que les politiques investissent complètement, y compris dans leur méthode de com, les réseaux sociaux avec des community managers, etc. On a vu lors de la dernière campagne électorale présidentielle en 2022 que c'était encore très inégalement maîtrisé. Ça, c'est essentiel. Et puis la deuxième chose, on revient toujours au même point, c'est le courage. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas aller sur ce terrain pour, on va dire, au moins deux raisons. La première, c'est que l'un des coups de génie des islamistes, c'est l'islamophobie. C'est-à-dire, c'est l'assignation à racisme et islamophobie de quiconque dit ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler d'un combat politique contre non pas une religion, mais un système idéologique politique qui dérive d'une religion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais le concept d'islamophobie, il a vocation à stigmatiser les gens qui luttent contre l'islam radical, donc contre l'islam politique, au nom de la liberté religieuse, ce qui est un contresens absolu, puisqu'en réalité, la liberté religieuse disparaîtrait si jamais ces gens-là arrivaient au pouvoir. Et le corollaire, c'est la deuxième raison, c'est le risque de violence. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites ce que fait Florence, c'est-à-dire comme anthropologue, d'écrire un livre, qui est un livre documenté, c'est pas un délire de fin de soirée ce qu'a fait Florence. C'est une analyse documentée par une anthropologue qui n'était pas à l'origine une grande rigolote qui courait les fêtes, mais qui par contre a toujours bossé et qui a fait un travail que personne n'avait osé faire sur les mécanismes d'entrisme des islamistes dans les sociétés occidentales. Quelle est la conséquence? Je prends l'exemple de Florence parce qu'elle est là, et c'est la même chose pour nous tous. C'est-à-dire que vous êtes aussitôt stigmatisés, on commence par dénigrer le travail. On dit, ouais, ce travail, voilà, elle est quand même très controversée, cette fille. Donc, si vous prenez par exemple mon exemple, ça a été, oh, mais l'avocat, le mec, c'est quand même un gros facho. Il est de droite. Il est de droite, oh là là, il est de droite. Il a été militaire quand il était jeune, oh là là, parachutiste, oh là, non, c'est terrible. Donc, on prend des choses comme ça de la vie, qui sont des choses dont on a plutôt de quoi être fier, c'est des choses d'engagement, on les retourne, et ça permet déjà de dire, ouh là là, déjà je suis furieux. Ensuite, il commence à y avoir des campagnes offensives. Les premières, c'est des injures. Et puis ensuite, ça déroule, ça va jusqu'aux menaces. Et après, il y a les agressions. Donc, et tout ça évidemment part aussi par les réseaux sociaux. Donc, quand vous faites le bilan, vous avez, quand vous voulez vous engager, quand vous vous dites, si vous vous dites, bah tiens, cet avocat, ce qu'il dit, c'est pas mal, Florence, c'est bien, les gens comme Elie Korchia, c'est des gens courageux, ils s'engagent. Mais après, vous dites, ouais, mais attends, t'as vu? Et ils vivent, ils ont des policiers autour d'eux en permanence, même en vacances, ils peuvent plus se balader tout seuls dans la rue. Et puis, c'est un truc, un jour, aller prendre un mauvais coup de couteau, parce qu'à une sortie de CNews, on ne sait jamais. Et donc, on en arrive à ce que les gens vous disent, mais moi, ça m'arrive tous les jours. Les gens me disent, ce que tu fais, bravo,
Ah, t'es super courageux, bravo, hein, félicitations. Alors je dis, ouais, enfin, c'est gentil, mais si on est 10 000 à faire comme moi, il n'y a plus de question de menace. C'est parce qu'on a la masse avec nous. Tout seul, c'est un problème. À 5, c'est un problème. À 20, ça commence à aller mieux. À 10 000, il n'y a plus aucun problème. Et là, c'est, oh oui, mais non, mais tu comprends, mais moi j'ai des enfants. Bah, moi aussi j'ai des enfants. Ah oui, mais alors moi j'ai... Et en fait, il y a toujours 1000 bonnes raisons, vous savez. C'est beaucoup plus facile d'être lâche que d'être même pas courageux, mais d'être simplement de se lever et de se dire, voilà, aujourd'hui, notre pays, il est à un moment de son histoire où c'est extrêmement compliqué. On a pensé, parce qu'on est sorti de 70 ans de paix, qu'on était invulnérable. Les Français aiment bien avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Et donc, comme on est le pays des Lumières et qu'on aime donner des leçons au monde entier, on ne peut pas imaginer que des gens nous détestent pour ce que nous sommes. C'est deux grandes différences avec Israël. En Israël, tout le monde est prêt à se battre et tout le monde sait que tous les voisins vous détestent. En France, on ne comprend pas qu'on puisse être détesté parce qu'on est si formidable, si sympa. En plus, on est globalement un peu plus intelligent que les autres. Et donc, on accumule toutes les tares pour ne pas se mettre en état d'être capable de se défendre. Donc moi, je ne me résigne pas à cette chute, mais c'est vrai que c'est compliqué et qu'il faut reprendre ce choix. Il faut être malin et sans jamais sortir du cadre légal, éventuellement d'ailleurs en le renforçant un peu, mais ça c'est une question plus politique qui est une vraie question, mais être capable de rendre les coups pied à pied et de restaurer la grandeur de notre pays. Vous savez, ce petit courage dont on parle, c'est rien par rapport au courage de nos ancêtres qui étaient dans les tranchées en 1917 et dont beaucoup sont morts, sont sur les murs de nos monuments aux morts, à l'ombre des drapeaux dans nos 36 000 communes. Et là où ils sont, puisque moi je suis chrétien, donc je suis le cousin des juifs, qui sont plus que des cousins, qui sont des frères. Et je crois à une transcendance. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque dans notre pays. Et je suis extrêmement ému de voir des amis juifs qui ont cette même croyance, cette transcendance, parce que pour moi, c'est vraiment deux religions qui sont extrêmement proches. Et cette transcendance, elle a beaucoup aussi abandonné l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, la transcendance, c'est les réseaux sociaux, c'est de jouer à des jeux vidéo, c'est d'adorer des chanteurs, des joueurs de foot quand ils ne deviennent pas dépressifs. Donc, c'est des choses. Il faut retrouver le sens de l'essentiel, parce que c'est le sens de l'essentiel chez nos anciens et en Israël, le sens de l'essentiel chez tous les enfants d'Israël qui portent l'uniforme aujourd'hui, qui font que les pays se pérennisent. Les démocraties et les civilisations ne sont pas immortelles. J'ai peur de la résignation. Parce que le courage, c'est visiblement pas donné à tout le monde. Il faut que ceux qui sont courageux le transfèrent, le transmettent, fédèrent autour de ça. Mais je le vois, à titre d'exemple, j'ai un ami qui vient d'être agrégé de philosophie, qui a fait une première année d'enseignement. Ça va te toucher, puisque tu es sur le procès Paty. Il ne faut pas faire de vagues, et le chef d'établissement n'avait pas donné l'information, il a découvert par une autre voie qu'il avait un élève fiché S avec sa famille. Eh bien, il s'est résigné, il a dit j'arrête, je vais chercher un travail dans la communication, du coup, il n'enseignera pas. Tu en as parlé tout à l'heure, dans les associations sportives, les infiltrations sont monnaie courante. Patrick Aram se bat énormément là-dessus, qui est de la région. Il a écrit un livre aussi sur le sujet. J'imagine que dans le système judiciaire, dans le système militaire, dans le système politique, tu en as parlé aussi, on l'a vu en 2014 avec une montée incroyable de musulmans qui ont été élus, et même si amalgame par amalgame, on sait très bien que dans le lot, il y a forcément des personnes qui viennent insidieusement et pernicieusement venir proposer des petites actions politiques. Juridiquement, parce que tu en parlais tout à l'heure, quel est l'arsenal judiciaire que nous devons travailler et sur lequel il faut se battre pour pouvoir justement empêcher cette résignation et ces infiltrations? C'est sans doute l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est la prise de conscience globale, mais ensuite, quand on décline les champs, c'est la mère de toutes les batailles.
Il faut concilier la conscience de la gravité du danger avec l'impératif de conserver malgré tout nos lois démocratiques. Alors nos lois démocratiques permettent beaucoup. On a y compris des états d'exception. On a l'état d'urgence qui a été mis en œuvre notamment après les attentats de la fin de 2015. On a l'article 16, dont il semblerait que le président de la République envisage de l'utiliser pour autre chose que ce à quoi il est supposé servir. On a l'article 36, dont on parle moins, mais qui est un peu le même genre. Donc, il y a des situations qui sont permises par le droit si jamais on avait des problèmes au quotidien, c'est-à-dire des ruptures de normalité qui fassent que nous traversions une crise tellement grave que les institutions ne puissent plus fonctionner correctement. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la lutte contre une idéologie, parce qu'en France, il y a un droit de liberté d'expression et qu'on ne peut pas combattre des idées. Alors, il y a notamment ce débat, tout à l'heure, je posé la question et puis on est parti sur autre chose, mais l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est un délit qui avant était dans la loi sur la presse, depuis 1881, et le droit de la presse, c'est un droit qui est un droit, donc c'est le droit de la liberté d'expression, c'est un droit assez élégant, où il n'y a aucune mesure coercitive et où la police ne peut pas enquêter. Donc c'est sûr que la France insoumise a envie de remettre l'apologie du terrorisme dans le droit de la presse, parce que d'abord ils ont au moins 2 élus qui sont poursuivis pour des apologies du terrorisme, donc ça permettrait de sortir mécaniquement tout seul de la panade. Et puis ensuite, ça permettrait surtout d'interdire qu'il y ait des enquêtes autour des gens qui commettent des apologies du terrorisme. Mais en réalité, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, on parlait de naïveté, là pour le coup c'est pas naïf, c'est pragmatique, c'est que l'introduction du délit en 2014 par Bernard Cazeneuve dans la loi avait vocation et a eu pour effet, donc maintenant qu'on a 10 ans de recul, on le sait, de permettre, dès qu'un individu s'exprimait notamment sur les réseaux sociaux pour faire de l'apologie du terrorisme, de déclencher, une fois constatée l'apologie, une enquête avec des pleins pouvoirs policiers qui permettaient de faire des enquêtes sur les individus, et régulièrement, on est tombé sur des apprentis islamistes. C'est jamais les gars les plus intelligents qui vont aller faire de l'apologie sur les réseaux sociaux. Mais la bêtise n'est pas exonératoire d'un vrai danger, et donc ça permet de faire des enquêtes. Voilà. Donc il faut que la loi séparatiste en 2021, même si elle ne va pas assez loin, elle a permis de faire dans le champ associatif, dans le champ cultuel, de donner à la police, de donner aux préfectures des outils. Maintenant, le dernier point. Après, j'ai des idées très créatives, mais je ne vais pas vous faire on ne va pas s'endormir avec le droit ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut oser et qu'il y a des choses qui sont possibles. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Pardon, je dis toujours la même chose, mais on en revient à l'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous avez tous les outils sur le bureau, mais que chacun les regarde d'une main tremblante en attendant que ce soit l'autre qui prenne l'outil en premier, on n'arrivera jamais à rien. À un moment donné, il y a les outils qui sont là, il faut que des gens s'en emparent, prennent le manche et montent à l'action pour agir. Et franchement, on a les moyens de le faire.